Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Aujourd'hui, rencontre avec un entrepreneur audacieux, dynamique, directeur général de Gold Avenue, une plateforme de commerce en ligne qui permet aux particuliers d'investir dans les métaux précieux. Bonjour Alessandro Soldati, Bonjour, merci d'être avec nous. merci à vous. Quand l'incertitude s'installe, les métaux précieux reviennent forcément sur le devant de la scène. Est-ce que vous avez réussi à faire face sur la plateforme Gold Avenue à toute la demande qu'il y a eu en 2020, début 2021 ? Ouais, c'était compliqué. On a été un peu victime de notre succès, on s'attendait pas. Surtout, je pense, le 17 mars, c'est pas une date que ça parle à tout le monde, mais c'est quand le marché s'est crashé, il a perdu 20% en 24 heures. Et le lendemain, quand on est arrivé au bureau, il y avait tous les téléphones qui sonnaient en même temps. Donc, indépendamment si c'était du marketing, du compliance, du management, tout le monde était au téléphone pour essayer de répondre à la demande des clients. Cette plateforme Gold Avenue, c'est une nouveauté. Vous l'avez fondée, elle est un peu spéciale, puisqu'on peut acheter l'or, mais on n'est pas forcément obligé de venir le chercher physiquement, hein, c'est ça? Exact. Disons que moi, avant de rejoindre le projet, j'avais déjà un petit peu d'or, comme tous les Suisses. Tu vois, on a le petit Vreneli dans le tiroir qu'on a reçu au baptême. Et la partie compliquée, c'est voilà, on doit déjà le cacher dans la maison parce qu'on risque de se le faire voler. Et de l'autre côté, quand tu veux le vendre, tu es obligé d'aller dans ces petits magasins au coin de la rue à le revendre à un prix que tu sais pas, t'es pas certain si tu es en train de faire une affaire ou pas. Normalement pas. Donc l'idée, c'était offrir la possibilité à nos clients de stocker la marchandise directement dans nos coffres et leur permettre de nous revendre au prix du marché la pièce en tout moment. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alessandro Soldati, avant Gold Avenue, on en reparlera tout à l'heure, vous avez déjà vécu une aventure incroyable, l'aventure Chronodeal. Certains s'en rappellent peut-être, un site de vente en ligne que vous avez lancé en 2014, fermé aussi en 2017. Une épopée entrepreneuriale que vous racontez dans un livre intitulé Les échecs de la réussite. Vous parlez de toutes les étapes de votre start-up, de l'idée de départ jusqu'à la dure décision de fermer. Vous parlez de votre enfance aussi au début du livre. Exact. Vous aviez déjà la fibre entrepreneuriale avec les champignons que vous alliez ramasser dans la forêt et que vous alliez revendre ensuite. Oui, bah les champignons, c'était en échange des bonbons. À l'époque, l'argent, ça m'intéressait pas. Aujourd'hui, un petit peu plus. Hein. Et donc, les bonbons, c'était le meilleur échange que je pouvais faire. Mais après, vraiment, j'ai vraiment toujours eu cet aspect de créer de la valeur. Et même avec les cartes Pokémon, aujourd'hui, c'est une vraie valeur. Je me souviens, je recevais un paquet de cartes Pokémon tous les fois que je faisais l'aspirateur dans la maison. Et ensuite, je prenais les cartes les plus rares pour les échanger contre des autres cartes pour ensuite créer de la valeur avec ces échanges. Vous avez persévéré puisque vous êtes arrivé à HEC. Là aussi, une grande aventure qui vous a permis de réfléchir apparemment à vos futurs projets. Exact. À nouveau, on dit que pour réussir dans la vie, il faut faire des études. Je ne suis pas convaincu, mais ça m'a permis justement de me poser 3 ans sur un banc et à réfléchir à des milliers d'idées jusqu'à tomber sur l'idée de Chronodeal. Chronodeal, donc c'était un concours auquel vous participiez à la deuxième fois. Vous avez gagné le premier prix et puis vous avez lancé la start-up. Alors c'est un site de vente en ligne qui fonctionnait avec un modèle d'enchère inversé. Fallait y penser. Oui, c'était un modèle inspiré par le marché des fleurs à Aalsmeer, donc en Hollande. Et j'ai trouvé le concept hyper intéressant. Et j'étais un fan de Coca, donc cette plateforme de vente en ligne. Et j'ai fusionné les deux idées pour lancer Chronodeal, donc un site avec des enchères inversées sur des promotions intéressantes. Dans ce livre, vous parlez de toutes les étapes de la start-up, à commencer de l'idée à la réalisation. Quand l'idée devient un projet, qu'est-ce qui se passe entre l'idée et le projet ? Parce qu'on a tous des idées, on en a plusieurs fois par jour, mais on n'en fait pas forcément une entreprise. Oui, c'est vraiment la partie compliquée, c'est franchir le pas, donc se lancer et passer à l'action. Donc j'entends tous les jours des gens qui me disent qu'ils ont l'idée du siècle. Peut-être ils sont convaincus de révolutionner la planète, mais ils n'osent pas se lancer et ils vont jamais se lancer parce qu'il y a cette peur de l'inconnu et donc se lancer dans le vide. Donc vraiment l'aspect, une fois qu'on a une idée, la deuxième étape, c'est franchir le pas et se lancer avec le projet. La qualité de l'entrepreneur, oui, c'est aussi de fonctionner en étapes, peut-être. Après, à nouveau, chacun apprend sur sa propre peau. Je pense que vraiment, il faut se lancer à un certain moment parce que c'est la pire des choses qui peut arriver. Voilà, c'est s'arrêter par la suite. Mais je connais énormément de gens qui procrastinent et donc qui ont cette idée depuis des années. Et finalement, c'est pas des entrepreneurs, quoi.
Vous avez l'idée de Chronodeal, en chair inversée. Quelle a été la première étape pour la création de cette start-up? Bah, bien évidemment, le fait d'avoir gagné ce concours à l'université, qui m'a donné 20 000 francs pour lancer le projet, 20 000 francs à 23 ans, c'est quand même un montant important. Qu'on se dit, waouh, je vais révolutionner la planète, je suis riche, tu vois. Et en même temps, je finissais mes études. Donc, j'avais même un petit peu l'excuse envers ma famille. J'ai gagné le concours, j'ai l'argent, j'ai fini les études, ça c'est fait, checked. Donc, laissez-moi le temps pour me lancer dans cette aventure. Donc, la deuxième étape, ça a été trouver un associé qui avait l'envie de partager ce fol plan avec moi et se lancer dans le vide. Alors ensuite, vous avez créé le site, vous l'avez mis en ligne, premier deal, ça marche rapidement, le succès est au rendez-vous, les médias en parlent. Est-ce que là, on ne se sent pas le roi du monde? Ah oui, c'est clair. On se dit c'est quasi trop simple. Parce qu'on avait trouvé des iPads à vendre à un prix cassé. Et le 20 minutes qui trouvait ça intéressant, il nous avait fait un article qui nous avait amené énormément de trafic. Même notre site, le premier jour, il n'a pas supporté le trafic et il était down après 2 heures. Donc juste quelque chose d'incroyable. Et nous, on voyait, c'était une commande, une mise, parce que c'était des mises que les gens devaient faire, une mise tous les 3 secondes. Et ça, c'était notre lancée dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde du travail. On se dit, mais c'est juste incroyable. C'est trop simple pour être vrai. Vous aviez 20 ans, une réussite aussi rapide. Est-ce que justement, on n'est pas aveugle des premiers prémices d'échecs qu'on pourrait avoir dans la suite de l'entreprise? Totalement. On est totalement aveugle. C'est pour ça qu'on se lance. Et on se lance peut-être avec cette naïveté de se dire, OK, j'ai rien à perdre, j'ai 20 ans, j'ai pas de famille, j'ai pas de... Voilà, mon père me soutenait encore, hein, il faut le dire, avec l'argent de poche à la fin du mois. Donc, il m'a permis de me lancer sans devoir regarder mes finances. Vous êtes vous-même déjà d'une famille d'entrepreneurs, hein, au Tessin, dans les médias. Quel a été le regard de vos parents sur votre propre aventure d'entrepreneur à vous? Mais c'est compliqué parce que quand je me suis lancé, j'ai oui eu du support, mais disons que c'est une fierté cachée qui m'a jamais été dévoilée tant que j'ai pas fermé la boîte. Et je me souviens une fois, j'étais dans le bureau de mon père et sa secrétaire m'a dit: ah, ton père était rattristé que tu as fermé ta boîte, tu vois. Et lui, c'était le premier qui me challengeait tous les 6 mois en me disant: mais est-ce que c'est pas le moment de tirer la prise? C'est pas le moment de tirer la prise parce que quand même les premiers 18 mois, je me payais pas un salaire. Après, j'ai dû lever des fonds, j'ai dû aller de l'avant. Donc, c'est vraiment le parcours du combattant avec des petites étapes qui étaient franchises. Et pour disons, la génération avant nous, c'est un peu plus compliqué accepter le fait que quelqu'un travaille dans le vide, entre guillemets, sans avoir un vrai salaire, comme on l'appelle, à la fin du mois. Vous avez continué à développer l'entreprise, à lever des fonds. Tout se passait bien, mais vous avez tiré la prise. Pourquoi? Mais il y a 2 aspects principaux. Donc, un, c'était que mon associé, il est parti en décembre, suite à, on n'avait plus la même vision. Donc, ça, j'ai écrit aussi dans le livre un petit peu plus de détails, mais ça s'est un petit peu mal terminé. Donc, ça, c'est clairement un coup dur dans une société où on était un couple qui gérait, j'étais pas fiancé avec mon associé, mais on partageait le quotidien. Donc, le fait de le voir partir, sûrement, a baissé ma motivation et ma vision. Et de l'autre côté, ça faisait quand même 3 ans et demi qu'on essayait de faire la différence, avoir une vraie croissance. Et on avait une croissance, mais c'était pas la croissance qui te fait dire: ah, on a réussi, on est en train de réussir. C'était: on va bientôt y arriver, mais on n'avait pas encore trouvé la formule. Et à un certain moment, j'avais perdu un petit peu la vision et la motivation. Et quand un entrepreneur perd la vision, c'est un petit peu mort. Ça veut dire que tu n'as plus l'énergie de te lever pour essayer de tout fracasser et aussi donner la direction à tes collègues pour atteindre un but que pour tout le monde est encore un but imaginaire, quoi. Dans votre livre, justement, pour tous les entrepreneurs ou entrepreneuses qui nous regardent, nous écoutent, vous avez un outil assez sympa, hein, vous en parlez, pour savoir rapidement si on doit continuer ou pas. C'est une croix. Ratio, motivation, performance. Oui, exact. Donc, c'est très simple. Si la performance n'est pas la clé et tu n'as plus de motivation, la réponse est vite donnée. Donc, après, s'il y a la performance, il n'y a plus de motivation, on peut s'inventer quelque chose. Et s'il y a la motivation et il y a la performance, ça, c'est vite répondu aussi. Après, c'est quand on a beaucoup de motivation, mais les performances ne sont pas la clé, c'est là le point compliqué qu'il faut se mettre en question. Dire, OK, jusqu'à où je vais et à quel moment je vais me dire, OK, peut-être c'est le moment de tourner la page, me lancer sur autre chose.
2017, vous avez pris cette fameuse décision difficile. Vous fermez Chronodeal sans dette. Hein, l'histoire s'arrête plutôt bien. Quel est votre état d'esprit le lendemain quand tout est bouclé, quand tout est terminé? Vous vous sentez comment? Mais c'est difficile de dire un jour précis parce que ça a été un parcours. C'est-à-dire que quand mon associé m'a quitté la première fois, c'est clair que c'est la première fois, vraiment le premier moment que je me suis dit, bah, le projet est mort. Le projet est mort et j'étais rattristé. J'étais dans mon garage, un petit peu en larmes, en me disant, ouais, 3 ans d'aventure, ça se termine là. Mais après, on s'est relancé parce qu'on s'est dit, bah, c'est pas une personne qui va faire la différence. On a continué à persévérer. On venait de lever de l'argent. Et on s'était mis des objectifs ambitieux pour se dire, si on atteint ces objectifs, on continue, sinon on tourne la page. Donc finalement, gentiment, quand on approchait la date butoir qu'on s'était fixée, on s'était rendu compte qu'on n'allait pas continuer. Et donc ça s'est fait un petit peu naturellement et on a fait les choses propres. Justement, pas de dette, on a liquidé la société, on a remboursé en partie les investisseurs. Donc... oui, tourner la page, mais un mois plus tard, j'étais déjà sur 2 autres projets. Donc, j'avais déjà un petit peu préparé la suite, quoi. Justement, ces autres projets, donc vous n'avez pas vraiment eu le temps de souffler hein, depuis la fin de Chronodeal. Vous avez reçu rapidement des messages d'encouragement, déjà de la communauté de votre entreprise, et puis en plus de ça, beaucoup d'offres d'emploi qui sont arrivées sur votre bureau. Oui, exact. Quand j'ai terminé l'aventure, justement, on voulait faire les choses proprement. Et on a même envoyé un mail à tous les contacts, même mes contacts LinkedIn, pour leur expliquer pour quelles raisons on allait terminer, juste pour faire les choses proprement. Donc, on voulait aussi que les clients qui étaient chez nous, ils savaient la raison pour laquelle on allait terminer. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour des offres d'emploi. Entre autres Gold Avenue que j'ai rejoint en octobre 2017. Et à côté, on s'est lancé sur 2-3 autres activités pour rester occupé, disons ça. Vous êtes hyper actif? Ouais, je pense. Non, mais c'est vraiment cette volonté de créer de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que même aujourd'hui, où je travaille à 150%, quand je rentre à la maison, mais j'aime pas me mettre devant la télé. Je suis en train de lancer la chaîne YouTube. J'en ai discuté avant. Me former sur la blockchain. Aujourd'hui, c'est un petit peu le highlight du moment. Et on en parlera tout à l'heure avec Elliot. Ok. Et donc, je cherche toujours à créer de la valeur ajoutée parce que quand je souffle, c'est quand je suis en vacances. Mais même quand je suis en vacances, tu me mets sur une plage, 1 heure plus tard, je suis dans la mer en train de chercher des poulpes et pêcher des coquillages. Donc, c'est mon caractère, je pense. Ça, c'est une nature. Chez vous, probablement. Vous rejoignez le projet Gold Avenue en 2017. On est donc venu vous solliciter, vous chercher. Donc, c'est un ami à moi d'HEC qui a reçu mon mail en me disant voilà, Alès, tu es en train de chercher un nouveau challenge. Nous, on cherche exactement ton profil. Donc, il cherchait un gars qui parlait italien, français, anglais, avec une expérience e-commerce disponible tout de suite. Et le projet était hyper intéressant. J'ai tout de suite lié avec la famille derrière ce groupe. Et on s'est lancé en novembre 2017. Comment se passe le passage entre une entreprise que vous avez fondée, que vous connaissez par cœur, que vous dirigez, à une autre entreprise que vous intégrez, dont vous n'avez pas forcément toutes les clés en main? Comment ça s'est passé? C'est compliqué. On ne peut pas le cacher. C'est clair, il y a l'avantage, la tranquillité, du salaire à la fin du mois. Après, il faut aussi dire qu'ils m'ont nommé tout de suite directeur de ce nouveau projet. J'avais, disons, carte blanche. Ils m'ont donné un budget, une vision, et ils m'ont laissé travailler. Mais c'est clair que je réponds à quelqu'un, et donc je dois faire du reporting. Et au début, c'était très compliqué. Donc il fallait trouver aussi la confiance mutuelle pour se dire, OK, tu m'as donné carte blanche, laisse-moi suivre mon boulot et on va se retrouver. Donc au début, c'était pas simple ni pour moi, ni pour des gens qui emploient un entrepreneur qui est un petit peu le cowboy. Il arrive et il fait un petit peu à sa sauce et il suit pas vraiment les règles établies, quoi. On vous a remis à l'ordre quelquefois? Oui, quand même. Oui. À nouveau, disons, c'est même pas remis à l'ordre, mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris à travailler dans une structure qui était différente d'une start-up qui m'appartenait. Donc, au début, j'ai eu un peu de la peine à suivre quand même les guidelines, le petit chemin.
Et finalement, j'y suis arrivé. Bon, je suis en train d'y arriver, mais je suis pas encore arrivé peut-être, mais je m'adapte au fur et à mesure. Alessandro Soldati, donc vous arrivez chez Gold Avenue, on vous donne un ordinateur. Oui, justement, j'arrive, il y a un ordi, une table, 1 million sur le compte et une vision. On va être leader en Europe de la distribution de métaux physiques aux particuliers. Je dis, waouh, c'est un beau challenge, on va y essayer. Qu'est-ce que je dois te dire? Alors là, vous faites quoi pour réfléchir à une idée? Vous brainstormez, vous Donc, prenez une j'ai grande feuille déjà blanche. la guideline de la Maxima, je l'ai déjà. C'est un site d'e-commerce. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour se différencier? Donc, quels sont les unique selling propositions qu'on va ajouter à la plateforme pour être vraiment différent de l'existant? Et après, c'est commencer à engager mon CTO. Donc, pour développer la plateforme oui, c'est vrai, on se met avec une petite feuille, on commence à faire des carrés, des dessins. Ce bouton va aller là, ça va faire ça. Et on essaie de remettre en place un petit peu tout ce que j'avais appris avec Chronodeal pour recréer quelque chose dans cette thématique précise qui soit plus performante du premier projet. Vous bénéficiez d'une infrastructure lourde derrière, qui est toute l'entreprise spécialisée dans les métaux précieux. Mais pour la plateforme elle-même, vendre des métaux précieux sur Internet, c'est une idée assez simple. Comment est-ce que vous faites pour pas qu'on ne vous la pique? C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que typiquement les métaux que tu vois sur Gold Avenue, ils sont physiquement dans nos coffres, mais la valeur du métal, il est hedgé sur le marché. C'est-à-dire que nous, on doit couvrir la volatilité. C'est-à-dire si demain, le prix de l'or, il perd de la moitié de sa valeur, et moi, je détiens la valeur des produits, j'ai perdu la moitié de mon stock. Donc, faillite premier jour. Donc, c'est vraiment cet aspect de trading qui est hyper compliqué, et surtout en termes de financement. C'est-à-dire qu'un lingot d'1 kilo, c'est 50 000 francs. Et quand tu lances une start-up, et même avec un budget de 1 million qu'on avait alloué au projet au tout début, tu achètes 20 kilos. Donc, il faut vraiment jouer avec le trading, mettre en place les différents API qui permettent de faire les liens. Et l'aspect le plus compliqué duquel moi, je n'étais pas au courant, les deux aspects. Un, c'est de livrer les métaux précieux. Donc, déjà, livrer un produit d'import, c'est compliqué. Imagine quand tu mets des lingots dans un colis et tu l'envoies par poste. C'est vraiment un sacré challenge. Et le deuxième, c'est la compliance. Et la compliance, pour moi, je suis arrivé, ça c'est tombé du ciel. Je n'avais jamais entendu parler. Et c'est juste vérifier que l'argent avec lequel ton client va te payer, il est déclaré, c'est de l'argent propre, etc. Et c'est quand même un travail d'investigation. Et nous, dans les derniers 3 ans, on a refusé énormément de clients parce qu'on n'était pas à l'aise sur l'origine des fonds. Et quand j'étais chez Chronodeal, l'objectif, c'était vendre tout ce qui passait devant mes yeux. Tu te retrouves à dire à un client qui veut t'investir 500 000 francs, tu lui dis « je suis pas si à l'aise, je ne veux pas t'accepter ». C'est quand même un paradoxe quand même important, tu vois. Donc oui, c'est pas si simple comme on peut l'imaginer. Donc on dit souvent que plus le concept est simple pour l'utilisateur, plus c'est complexe dans l'arrière-boutique. Ouais. C'est vrai. Exact. Dans ce cas, c'est vraiment le cas. Alessandro Soldati, je vous propose de jouer au 5 sur 5. Je vous donne 5 mots. À vous de me dire directement ce que ça vous évoque. Persévérance, déjà. Ma vie, c'est je m'arrête jamais. Je suis têtu. Persévérance, peut-être c'est des synonymes. Pas d'entrepreneuriat sans persévérance. Non, absolument. Échec? Échec, c'est interprétation. L'échec, c'est interprété différemment selon la personne qui le voit. Pour moi, des choses, c'est des succès. Pour toi, la même problématique, c'est un échec. Donc, c'est vraiment chacun doit vivre dans sa peau avec ses propres échecs et les juger par soi-même sans se faire influencer par les tiers. D'ailleurs, dans votre livre, Les échecs de la réussite, vous expliquez bien comment vous avez tourné certains échecs à votre avantage en réussite, justement. Mentor, est-ce que vous en avez un? J'en ai eu plusieurs et j'en suis énormément. Et ma mentor, c'est tout simplement des gens à qui je m'inspire. Et ça peut être mon pote qui a la start-up de 30 ans à côté de chez moi, qui me donne le conseil qui fait la différence. Donc j'adore me former et je vais continuer à essayer d'absorber de nouvelles informations un peu partout, quoi. Stress, ouais, des fois.
quand on sent le ventre, on dort un peu mal la nuit. C'est clair, quand on gère beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités, beaucoup même de vie, parce que les gens qui travaillent avec toi, ils comptent sur toi. Donc, tu as des attentes et tu as quand même une dose de stress qui n'est pas négligeable. Donc, c'est sûrement quelque chose qui fait partie de ma vie, mais que j'ai gentiment appris à manager, quoi. C'est quoi le plus gros stress de l'entrepreneur? Je pense que ça dépend. Aujourd'hui, vu qu'on fait des énormes volumes, c'est quand j'ai plusieurs millions qui se baladent dans la nature, dans un petit camion qui doivent arriver à destination. Donc, je te garantis que tant que j'ai pas l'appel qui me dit tout est arrivé à destination, t'es quand même un peu tendu, quoi. On l'apprend aussi dans votre bouquin, c'est faire de rapport humain, l'entrepreneuriat, conflit. Vous avez dû en gérer déjà dès le départ. Vous étiez très jeune. Ouais, le conflit, surtout avec les êtres humains, je pense que ça fait partie du quotidien. Avec plus de personnes en travail, moi, je suis une personne qui fait tout de suite beaucoup de confiance. Et c'est l'avantage parce que ça te permet de déléguer et compter sur beaucoup de personnes, donc aller beaucoup plus vite. Mais sur la moyenne, donc sur 100 personnes à qui tu fais confiance, il y aura toujours les 2-3 personnes qui vont te la faire en l'envers. Donc, il faut savoir vivre avec ou arrêter de faire confiance aux gens. Donc, le choix est là, quoi. Alessandro Soldati, bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pourriez rappeler, donc, basiquement, pourquoi est-ce que l'or est vraiment si haut pendant les temps de crise? Si haut, ça dépend un petit peu la mesure. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est haut ou il est bas? C'est interprétable. Après, pourquoi la demande est si haute dans des périodes de crise? Parce que ça fait 5000 ans que l'or est quelque chose de tangible, donc physique. Les gens peuvent le garder dans les mains et c'est une référence pour tout le monde. Notamment si tu es en Chine, en Afrique, aux États-Unis, les gens savent que ça a de la valeur. Et quand on a plus de confiance dans le système économique et on a peur, on se ferme un petit peu sur nous-mêmes, on se met dans la chambre et on essaie d'avoir toutes les choses qui ont de la valeur autour de nous. Et entre autres choses, l'or, donc qui fait vraiment partie des valeurs, les valeurs perçues, quoi. Donc, selon vous, l'or est irremplaçable à ce niveau-là? C'est une question piège. Ça dépend un petit peu de ta perception. Disons qu'aujourd'hui, sur 8 milliards de personnes, j'ai jamais trouvé quelqu'un à qui j'ai voulu offrir de l'or. Il m'a dit non, j'en veux pas. Tu vois. Donc, je pense que l'or, aujourd'hui, en 2021, c'est encore énormément de valeur perçue dans la plus grande majorité des personnes. Donc, aujourd'hui, un jeune s'adresse à vous. Il hésite entre une crypto-monnaie, le Bitcoin, par exemple, et il hésite aussi avec de l'or. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller, vous, donc entrepreneur et donc dans goldavenue.com? Oui, disons que c'est un cas réel. J'ai quasi tous les jours des potes à moi qui m'appellent. Alès, qu'est-ce que je fais? J'achète du Bitcoin ou j'achète de l'or? Et ma réponse, c'est ça, diversifie ton portfolio. Après, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu prends le risque. C'est clair, aujourd'hui, les cryptos, c'est intéressant parce que ça monte fort et il y a une technologie qui est fascinante derrière. Mais est-ce que tu es prêt à prendre le risque de cette volatilité-là? L'or, il ne bouge pas beaucoup. Et je pense qu'un jeune qui a 20 ans, qui s'en fout, il a envie de tout risquer, il peut prendre bullish Bitcoin. Après, à nouveau, j'imagine ma copine qui aime pas trop le risque quand il s'agit de ses finances. Donc, elle va prendre plutôt de l'or et peut-être quelque chose en Bitcoin, mais avec un leverage plus important sur l'or. Donc, Alessandro, vous, personnellement, or ou crypto-monnaie? J'ai de l'or, j'ai beaucoup de crypto aussi. Ça me fascine la technologie derrière, donc la blockchain. Ça fait depuis beaucoup que je suis intéressé et j'ai hâte que ça évolue parce que la partie centralisée du monde actuel, ça me frustre un petit peu. Et quand j'ai commencé à investiguer sur les crypto-monnaies et vraiment, plus que la crypto, c'était vraiment la blockchain, en voyant le potentiel derrière, ça m'a ouvert un monde. Donc, hyper intéressant. Et à nouveau, aujourd'hui, j'ai peu de responsabilités dans ma vie perso, donc j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, j'ai pas de dettes et rien d'autre. Donc, je peux me permettre d'être aussi un peu plus bullish sur mon portfolio, mais bien évidemment, j'imagine que dans 10 ans, j'aurai bien plus d'or que j'en ai aujourd'hui. Merci Alessandro. Avant de se quitter, Alessandro Soldati, le Grégory. Alors, vous n'en avez pas apporté un, mais 4. Oui, c'était un produit qui représente un petit peu mon travail aujourd'hui.
Donc, c'est parce que c'est du métaux précieux, mais c'est sur 4 formes différentes. Donc, peut-être une sur lesquelles je suis un petit peu le plus rattaché, qu'il est toujours dans mon porte-monnaie. Donc, c'est celui-là. Peut-être je le fais voir à la caméra. Donc, ça, c'est une pièce Coca. Donc, peut-être on va lancer comme ça. Donc, comme je le disais, Coca, il a bien sûr eu une influence sur ma vie d'entrepreneur parce que c'est depuis que j'ai vu Pascal la première fois dans un cours que je me suis dit, je vais me lancer dans l'e-commerce. Et c'était un petit accomplissement 4 ans plus tard, faire une collaboration ensemble lors de leur semaine anniversaire où on a produit des pièces avec une loutre qui va rester. Voilà, si tu vas pas la fendre, cette pièce, dans 5000 ans, elle va encore traîner quelque part dans un tiroir dans le monde de demain. Donc, c'est quand même un joli accomplissement. Ensuite, on a les 2 pièces. Voilà, tu as l'or et l'argent avec les Lady Fortuna, qui est un petit peu le produit phare de notre groupe. Donc, L'argent qui a eu bien la cote aussi en 2020, ah oui, mars avril. Oui, même 2021, maintenant que le prix est en train vraiment de monter très rapidement. Et l'histoire derrière la raffinerie est aussi intéressante parce que c'est 2 gars qui travaillaient dans une autre raffinerie. Ils ont voulu mettre l'effigie de cette dame sur un lingot. La raffinerie, il n'y croyait pas. C'est un projet qui n'aura pas de succès. Donc, eux, des vrais entrepreneurs, ils se sont détachés de cette raffinerie. Ils ont lancé leur propre produit. Et aujourd'hui, c'est le lingot le plus vendu au monde avec cette effigie. Donc, je pense qu'ils ont eu raison de persévérer, comme on le disait avant. Et la dernière pièce, c'est la pièce de Roger Federer. Donc, c'est une pièce qui a été produite l'année passée par la Swiss Mint. Roger, ça reste quand même, je pense, pour tout le monde, le roi, pas officiel de la Suisse, pour chaque Suisse. Donc, Elle a été rapidement en rupture de stock d'ailleurs. Rupture de stock immédiatement, exactement. Surtout la pièce en or, je pense qu'on l'a vendue en quelques heures. Donc, j'ai la pièce d'argent, je me contente. Merci beaucoup Alessandro Soldati d'être venu nous plaisir. rendre visite. On le rappelle, vous êtes le directeur général de la plateforme Gold Avenue, fondateur aussi d'une start-up qui a une belle vie, Chronodeal. Vous racontez d'ailleurs son histoire dans ce livre Les échecs de la réussite. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour découvrir de nouveaux parcours, de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.